faut jamais moquer des misérables, car qui peut s'assurer d'être toujours heureux? Le sage Ésope dans ses fables nous en donne un exemple ou deux. Celui qu'en ses vers je propose, et les siens, ce sont même chose. Le lièvre et la perdrix, concitoyens d'un champ, vivaient dans un état, se semble, assez tranquille. Quand une meute s'approchant, oblige le premier à chercher un asile. Il s'enfuit dans son fort, mais les chiens en défaut, sans même en accepter Briffaut, enfin il se trahit lui-même. Par les esprits sortant de son corps échauffé, Miro sur leur hauteur ayant philosophé, conclut que c'est son lièvre, et d'une ardeur extrême il le pousse, et Rusto, qui n'a jamais menti, dit que le lièvre est parti. Le pauvre malheureux vient mourir à son gîte. La perdrix le raille et lui dit: Tu te vantais d'être si vite. Qu'as-tu fait de tes pieds? Au moment qu'elle rit, son tour vient, on la trouve. Elle croit que ses ailes la sauront garantir à toute extrémité. Mais la pauvrette avait compté sans l'eau tour au cerf cruel. L'aigle et le hibou. L'aigle et le chat huant, leur querelle cessèrent, et firent tant qu'ils s'embrassèrent. L'un jura foi de roi, l'autre foi de hibou, qu'ils ne se goberaient leur petit peu, ni prou. Connaissez-vous les miens, dit l'oiseau de Minerve. Non, dit l'aigle. Tant pis, reprit le triste oiseau. Je crains en ce cas pour leur peau. C'est hasard si je les conserve comme vous êtes roi. Vous ne considérez qui ni quoi. Roi et Dieu mettent, quoi qu'on leur dit, tout en même catégorie. Adieu mes nourrissons, si vous les rencontrez, peignez-les-moi, dit l'aigle, ou bien me les montrez, je n'y toucherai de ma vie. Le hibou repartit. Mes petits sont mignons, beaux, bien faits et jolis sur toutes leurs compagnons. Vous les reconnaîtrez sans peine à cette marque. N'allez pas l'oublier, retenez-la si bien que chez moi, la maudite barque n'entre point par votre moyen. Il avint qu'au hibou Dieu donna géniture de façon qu'un beau soir qu'il était en pâture, notre aigle aperçut d'aventure dans les coins d'une roche dure ou dans les trous d'une masure. Je ne sais pas lequel des deux, de petits monstres fort hideux, rechignaient un air triste une fois de mégère. Ces enfants ne sont pas, dit l'aigle, à notre ami, croquons-les. Le galant n'en fit pas à demi, ces repas ne sont point repas à la légère. Le hibou de retour ne trouve que le pied de ses chers nourrissons. Hélas, pour toute chose, il se plaint, et les dieux sont par lui suppliés de punir le brigand qui de son deuil est cause. Quelqu'un lui dit alors: N'en accuse que toi, ou plutôt la commune loi, que veut qu'on trouve son semblable beau, bien fait, et surtout aimable. Tu fis de tes enfants à l'aigle, ce portrait en avait-il la moindre trait? Le lion s'en allant en guerre. Le lion dans sa tête avait une entreprise. Il tint conseil de guerre, envoya ses prévôts, fit avertir les animaux. Tous furent du dessein, chacun selon sa guise. L'éléphant devait sur son dos porter l'attirail nécessaire et combattre à son ordinaire. L'ours s'apprêtait pour les assauts, le renard ménageait de secrètes pratiques, et le singe amusait l'ennemi par ses tours. Renvoyez, dit quelqu'un, les ânes qui sont lourds et les lièvres sujets à des terreurs paniques. Point du tout, dit le roi, je les veux employer.
Notre troupe sans eux ne serait pas complète. L'âne effraiera les gens, nous servant de trompette, et le lièvre pourra nous servir de courrier. Le monarque prudent et sage, de ses moindres sujets sait tirer quelques usages, et connaît les divers talents. Il n'est rien d'inutile aux personnes de sens. L'ours et les deux compagnons. Deux compagnons pressés d'argent à leurs voisins fourrure vendirent la peau d'un ours, encore vivant, mais qu'ils tueraient bientôt, du moins ce qu'ils disent. C'était le roi des ours au compte de ses gens. Le marchand à sa peau devait faire fortune. Elle garantirait des froids les plus cuisants. On en pourrait fourrer plutôt 2 robes qu'une. D'un de nos brisez moins ces moutons que leur ours, l'heure à leur compte et non à celui de la bête, s'offrant de la livrer au plus tard dans 2 jours. Ils conviennent de prix et se mettent en quête, trouvent l'ours qui s'avance et vient vers eux au trot. Voilà mes gens frappés comme d'un coup de foudre. Le marché ne tint pas, il fallut le résoudre. D'intérêt contre l'ours, on n'en dit pas un mot. L'un des 2 compagnons grimpe au faîte d'un arbre. L'autre, plus froid que n'est un marbre, se couche sur le nez, fait le mort, tient son ventre ayant quelque part ouï dire que l'ours s'acharne peu souvent sur un corps qui ne vit, ne meut, ni ne respire. Seigneur ours, comme un sot donna dans ce panneau, il voit ce corps gisant, le croit privé de vie et de peur de supercherie, le tourne, le retourne, approche son museau, flaire au passage de la laine. C'est, dit-il, un cadavre, ôtons-nous car il sent. À ces mots, l'ours s'en va dans la forêt prochaine. L'un de nos 2 marchands de son arbre descend, court à son compagnon, lui dit que c'est merveille qu'il n'ait eu seulement que la peur pour tout mal. Eh bien, ajouta-t-il, la peau de l'animal, mais que t'a-t-il dit à l'oreille? Car il s'approchait de bien près, te retournant avec sa serre. Il m'a dit qu'il ne faut jamais vendre la peau de l'ours, qu'on ne l'ait pas, qu'on ne l'ait mis par terre. Livre 6e. Le pâtre et le lion. Les fables ne sont pas ce qu'elles semblent être. Le plus simple animal nous y tient lieu de maître. Une morale nue apporte de l'ennui. Le conte fait passer le précepte avec lui. En ces sortes de feintes, il faut instruire et plaire. Et compter pour compter me semble peu d'affaires. C'est par cette raison qu'égayant leur esprit, nombre de gens fameux en ce genre ont écrit. Tous ont fouillé l'ornement et le trop détendu. On ne voit point chez eux de paroles perdues. Phèdre était si succinct qu'aucuns l'en ont blâmé. Ésope, en moins des mots, s'est encore exprimé. Mais surtout certains Grecs renchéris et se piquent d'une élégance laconique. Il referme toujours son conte en 4 vers, bien ou mal. Je le laisse à juger aux experts. Voyons-le avec Ésope. En un sujet semblable, l'un amène un chasseur, l'autre un pâtre en sa fable. J'ai suivi leur projet quant à l'événement, y cousant en chemin quelques traits seulement. Voici comme à peu près Ésope le raconte. Un pâtre à ses brebis, trouvant quelque mécompte, voulut à toute force attraper le larron. Il s'en va près d'un antre, étant à l'environ des lacs à prendre les loups. Soupçonnant cette engeance, avant que partir de ces lieux, si tu fais, disait-il, ô monarque des dieux, que le drôle à ces lacs se prenne en ma présence et que je goûte à ce plaisir. Parmi 20 veaux, je veux choisir le plus gras et t'en faire offrande. À ces mots, sort de l'antre un lion grand et fort. Le pâtre se tapit et dit à demi-mot
s'écarte. C'est ainsi que l'a dit le principal auteur. Passons à son imitateur. Le lion et le chasseur. Un fanfaron amateur de la chasse, venant de perdre un chien de bonne race qu'il soupçonnait dans le corps d'un lion, fit un berger. Enseigne-moi de grâce de mon voleur, lui dit-il, la maison, que de ce pas je me fasse raison. Le berger dit, c'est vers cette montagne, en lui payant de tribut un mouton par chaque mois, j'erre dans la campagne, comme il me plaît. Et je suis en repos. Dans le moment qu'il tenait ses propos, le lion sort et vient d'un pas agile. Le fanfaron, aussitôt d'esquiver. « Oh, Jupiter, montre-moi quelques asiles, s'écria-t-il, qui me puissent sauver. La vraie épreuve de courage n'est que dans le danger que l'on touche du doigt. Tel le cherchait, dit-il, qui change de langage, s'enfuit aussitôt quand il le voit. Phébus et Borée. Borée et le soleil firent un voyageur qui s'était muni par bonheur contre le mauvais temps. On entrait dans l'automne, quand la précaution aux voyageurs est bonne. Il pleut, le soleil luit, et l'écharpe d'iris rend ceux qui sortent avertis. Quand c'est moi, le manteau leur est fort nécessaire. Les latins les nommaient tous deux pour cette affaire. Notre homme s'était donc à la pluie attendu. Bon manteau bien doublé, bonne étoffe bien forte. Celui-ci, dit le vent, prétend avoir pourvu à tous les accidents. Mais il n'a pas prévu que je saurais souffler de sorte. Qu'il n'ait bouton qui tienne, il faudra, si je veux, que le manteau s'en aille au diable. Les battements pourraient nous en être agréables. Vous plaît-il de la voir, et bien gageons, nous deux, dit Phébus sans tant de paroles, à qui plutôt aura dégarni les épaules du cavalier que nous voyons. Commencez, je vous laisse obscurcir mes rayons. Il n'en fallut pas plus. Notre souffleur à gage se gorge de vapeur, s'enfle comme un ballon, fait un vacarme de démon, siffle, souffle, tempête et brise en son passage. Maint toi, qui n'en peut mais fait périr maint bateau, le tout au sujet d'un manteau. Le cavalier eut soin d'empêcher que l'orage ne se pût engouffrer dedans. Cela le préserva. Le vent perdit son temps, plus il se tourmentait, plus l'autre tenait ferme. Il eut beau faire agir le collet et les plis, sitôt qu'il fut au bout du terme, que la guerre en avait mis, le soleil dissipe la nuit. Recréé et puis pénètre enfin le cavalier, sous son palandra, fait qu'il sut. Le contraint de s'en dépouiller, encore n'usa-t-il pas de toute sa puissance, plus fait douceur que violence. Jupiter et le métailler. Jupiter eut jadis une ferme à donner. Mercure en fit l'annonce, et gens se présentèrent, firent des offres et goûtèrent. Ce ne fut pas sans bien tourner. L'un alléguait que l'héritage était effrayant et rude, et l'autre un autre aussi. Pendant qu'ils marchandaient ainsi, un d'eux, le plus hardi, mais non pas le plus sage, promit d'en rendre tant, pourvu que Jupiter le laissa disposer de l'air, lui donna saison à sa guise, qu'il eût du chaud, du froid, du beau temps, de la bise, enfin du sec et du mouillé, aussitôt qu'il aurait bâillé. Jupiter y consent, contrant passé, notre homme tranche du roi des airs, bleu, vent et fait en somme un climat pour lui seul. Ses plus proches voisins ne s'en sentaient non plus que les Américains. Ce fut leur avantage, ils eurent bonne année, pleine moisson, pleine vinée. Monsieur le receveur fut très mal partagé. L'an suivant, voilà tout changé, il ajuste d'une autre sorte la température des cieux. Son champ ne s'en trouve pas mieux. Celui de ses voisins fructifie et rapporte. Que fait-il? Il recourt au monarque des dieux. Il confesse son imprudence
analysa comme un maître fort doux, comme un être fort doux. Concluons que la Providence, c'est ce qu'il nous faut, mieux que nous. Le cocher, le chat et le souriceau. Un souriceau tout jeune et qui n'avait rien vu fut presque pris au dépourvu. Voici comme il conta l'aventure à sa mère. J'avais franchi le mont qui borne cet état et trottais comme un jeune rat qui cherchait à se donner carrière. Lorsque deux animaux m'ont arrêté les yeux, l'un doux, bénin et gracieux, et l'autre turbulent et plein d'inquiétude. Il a la voix perçante et rude, sur la tête un morceau de chair, une sorte de bras dont il s'élève en l'air, comme pour prendre sa volée, la queue en panache étalée. Or, c'était un cocher dont notre souriceau fit à sa mère le tableau, comme d'un animal venu de l'Amérique. Il se battait, dit-il, les flancs avec ses bras, faisant tel bruit et tel fracas, que moi qui, grâce au Dieu, de courage me pique, en ai pris la fuite de peur. Le maudissant de très bon cœur. Sans lui, j'aurais fait connaissance avec cet animal qui m'a semblé si doux. Il est velouté comme nous, marqueté longue queue, une humble contenance, un modeste regard, et pourtant l'œil luisant. Je le crois fort sympathisant avec messieurs les rats, car il a des oreilles en figure aux nôtres pareilles. Je l'allais apporter, quand d'un son plein d'éclat, l'autre m'a fait prendre la fuite. Mon fils, dit la souris, ce Doucet est un chat qui, sous son minois hypocrite contre toute ta parenté, d'un malin vouloir est porté. L'autre animal, tout au contraire, bien éloigné de nous mal faire, servira quelques jours peut-être à notre repas. Quant au chat, c'est sur nous qu'il fonde sa cuisine. Garde-toi, tant que tu vivras, de juger des gens sur leur mine. Le renard, le singe et les animaux. Les animaux au destin lion en sont vivants princes de la contrée. Pour faire un roi s'assemblèrent, dit-on. De son étui la couronne est tirée. Dans une chartre, un dragon le gardait. Il se trouva que sur tous essayés, à pas un deux ailes ne convenait. Plusieurs avaient la tête trop menue, aucun trop grosse, aucun même cornu. Le singe aussi fit l'épreuve en riant, et par plaisir la tiare essayant, il fit autour force grimacerie, tour de souplesse et mille singeries, passa dedans ainsi qu'en un cerceau. Aux animaux cela sembla si beau qu'il fut élu. Chacun lui fit un hommage. Le renard seul regretta son suffrage sans toutefois montrer son sentiment. Quand il eut fait son petit compliment, il dit au roi: « Je sais, sire, une cache et ne crois pas qu'autre que moi le sache. Or, tout trésor par droit de royauté appartient, sire, à votre majesté. » Le nouveau roi bâille après la finance lui-même, y court pour n'être pas trompé. C'était un piège, il y fut attrapé. Le renard dit au nom de l'assistance: « Prétendrais-tu nous gouverner encore, ne sachant pas te conduire toi-même ?» Il fut émis, et l'on tomba d'accord qu'à peu de gens convient le diadème. Le mulet se vantant de sa généalogie. Le mulet d'un prélat se piquait de noblesse, et ne parlait incessamment que de sa mère, la jument, dont il comptait maintes prouesses. Elle avait fait ceci, puis avait été là. Son fils prétendait pour cela qu'on le dût mettre dans l'histoire. Il y crut s'abaisser, servant un médecin. Étant devenu vieux, on le mit au moulin. Son père, l'âne, alors lui revint en mémoire, quand le malheur ne serait bon qu'à mettre un sot à la raison. Toujours serait-ce à juste cause qu'on le dit bon à quelque chose. Le vieillard et l'âne.
Un vieillard sur son âne aperçut en passant un pré plein d'herbes et fleurissant. Il y lâcha sa bête et le grison se rut au travers de l'herbe menue, se vautrant, grattant et frottant, gambadant, chantant et broutant, et faisant mainte place nette. L'ennemi vient sur l'entrefaite. Fuyons, dit alors le vieillard. Pourquoi? C'est répondit le paillard. Me fera-t-on porter double bas, double charge? Non pas, dit le vieillard, qui prit d'abord le large. Et que m'importe donc, dit l'âne, à qui je sois? Sauvez-vous et me laissez paître. Notre ennemi, c'est notre maître. Je vous le dis en bon français. Le cerf se voyant dans l'eau, dans le cristal d'une fontaine, un cerf se mirant autrefois, louait la beauté de son bois, et ne pouvait qu'avec peine s'ouvrir ses jambes de fuseau, dont il voyait l'objet se perdre dans les eaux. Quelle proportion de mes pieds à ma tête, disait-il, en voyant leur ombre avec douleur. Des taillis les plus hauts, mon front atteint les fêtes. Mes pieds ne me font point d'honneur, tout en parlant de la sorte. Un limier le fait partir, il tâche à se garantir. Dans les forêts il s'emporte, son bois dommageable ornement, l'arrêtant à chaque moment, nuit à l'office que lui rendent ses pieds, de qui ses jours dépendent. Il se dédie alors et maudit les présents que le ciel lui fait tous les ans. Nous faisons cas du beau, nous méprisons l'utile, et le beau souvent nous détruit. Ce cerf blâme ses pieds qui le rendent agile, il estime un bois qui le nuit. Le soleil et les grenouilles, aux noces d'un tyran, tout le peuple en liesse noyait sans souci dans les pots. Ésope seul trouvait que les gens étaient tous de témoigner tant d'allégresse, étaient sots de témoigner tant d'allégresse. Le soleil, disait-il, eut dessein autrefois de songer à l'hyménée. Aussitôt on ouït d'une commune voix se plaindre de leur destinée. Les citoyens des étangs, que ferons-nous s'il lui vient des enfants, dirent-elles, au sort, un seul soleil à peine se peut souffrir, une demi-douzaine mettra la mer à sec et tous ses habitants. Adieu, joncs et marais, notre race est détruite, bientôt on la verra réduite à l'eau du Styx. Pour un pauvre animal, grenouille à mon sens, ne raisonnait pas mal. Le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. Sitôt, êtes-vous sage, repartit l'animal léger. Ma commère, il vous faut purger avec 4 grains dès les bords. Sage ou non, je partis encore. Ainsi fut fait, et de tous deux, on mit près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convainc. Notre lièvre n'avait que 4 pas à faire. J'entends de ceux qu'il fait lorsque près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calendes, et leur fait arpenter les landes. Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, pour dormir et pour écouter. D'où vient le vent, il laisse la tortue. Allez son train de sénateur, elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui cependant méprise une telle victoire, tient la gagueur à peu de gloire, croit qu'il y va de son bonheur de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose qu'à la gaguère. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait, mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. Eh bien, lui cria-t-elle, avais-je pas raison? De quoi vous sert votre vitesse? Moi l'emporter, et que serait-ce si vous portiez une maison? L'âne et ses maîtres.
d'un jardinier se plaignait au destin de ce que l'on faisait lever devant l'aurore. Les coqs, lui disait-il, ont beau chanter le matin, je suis plus matinaux encore. Et pourquoi, pour porter des herbes au marché, belle nécessité d'interrompre mon somme? Le sort de sa plainte touchée lui donne un autre maître, et l'animal de somme passe du jardinier aux mains d'un corroyeur. La pesanteur des peaux et leur mauvaise odeur eurent bientôt choqué l'impertinente bête. J'ai regret, disait-il, à mon premier seigneur. Encore quand il tournait la tête, j'attrapais, s'il m'en souvient bien, quelques morceaux de chou qui ne me coûtaient rien. Mais ici, point d'aubaine, ou si j'en ai quelqu'une, c'est des coups. Il obtint changement de fortune, et sur l'état d'un charbonnier, il fut couché tout le dernier. Autre plainte. Quoi donc, dit le sort en colère, ce beau décis m'occupe autant que 100 monarques pourraient faire. Croit-il être le seul qui ne soit pas content? N'ai-je en l'esprit que son affaire? Le sort avait raison, tous gens sont ainsi faits, notre condition jamais ne nous contente. La pire est toujours la présente. Nous fatiguons le ciel à force de placer qu'à chacun Jupiter accorde sa requête. Nous lui romprons encore la tête. Le villageois et le serpent. Ésope conte qu'un manant, charitable autant que peu sage, un jour d'hiver se promenant, alentour de son héritage, aperçut un serpent sur la neige étendue, transigelé perclus, immobile rendu, n'ayant pas à vivre un quart d'heure. Le villageois le prend, l'emporte en sa demeure et sans considérer quel sera le loyer d'une action de ce mérite, il l'étend le long du foyer, le réchauffe, le ressuscite. L'animal engourdi sent à peine le chaud, que l'âme lui revint avec la colère. Il lève un peu la tête, puis siffle aussitôt, puis fait un long repli, puis tâche à faire un saut contre son bienfaiteur, son sauveur et son père. Ingrat, dit le manant, voilà donc mon salaire, tu mourras. À ces mots, plein d'un juste courroux, il vous prend sa cognée, il vous tranche la bête, il fait 3 serpents de 2 coups, un tronçon, la queue et la tête. L'insecte sautillant cherche à se réunir, mais il ne peut y parvenir. Il est bon d'être charitable, mais envers qui? C'est là le point. Quant aux ingrats, il n'en est point, qui ne meurent enfin misérables. Le lion malade et le renard, de par le roi des animaux, qui dans son antre était malade, fut fait savoir à ses vaisseaux que chaque espèce en ambassade en voyageant le visitait, sous promesse de bien traiter les députés, eux et leur suite, foi de lion très bien écrite, bon passeport contre la dent, contre la griffe tout autant. L'édite du prince s'exécute, de chaque espèce on lui débute. Les renards gardant la maison, un d'eux en dit cette raison, les pas embruns sur la poussière par ceux qui s'en vont faire aux malades leur cours. Tous, sans exception, regardent sa tanière, pas un ne marque de retour. Cela nous met en méfiance que sa majesté nous dispense. Grand merci de son passeport, je le crois bon, mais dans cet antre je vois fort bien comme l'on entre, et ne vois pas comme on en sort. L'oiseleur, l'autour et l'alouette. Les injustices des pervers servent souvent d'excuse aux nôtres. Telle est la loi de l'univers. Si tu veux qu'on t'épargne, épargne aussi les autres. Un manant au manoir prenait des oisillons. Le fantôme brillait à dire une alouette. Aussitôt, un autour planant sur les sillons descend des airs, fond et se jette sur celle qui chantait. Quoique près du tombeau, elle avait évité la perfide machine. Lorsque se rencontrant sous la main de l'oiseau, elle sent son ongle maligne. Pendant qu'elle a plumé, l'autour est occupé. Lui-même sous les raies demeure enveloppé. Oiseleur, laisse-moi, dit-il en son langage. Je ne t'ai jamais fait de mal.
l'oiseleur repartit. Ce petit animal, t'en avait-il fait davantage? Le cheval et l'âne, en ce monde, il se faut l'un l'autre secourir. Si ton voisin vient à mourir, c'est sur toi que le fardeau tombe. Un âne accompagné d'un cheval peu courtois, celui-ci ne portant que son simple harnois, et le pauvre baudet, si chargé, qu'il succombe, il pria le cheval de l'aider quelque peu. Autrement, il mourrait, devant qu'à être à la ville. La prière, dit-il, n'en est pas un civil, moitié de ce fardeau ne vous sera que jeu. Le cheval refusa, fit une pétarade, tant qu'il vit sous le fait mourir son camarade, et reconnut qu'il avait tort, du baudet en cette aventure. On lui fit porter la voiture et la peau par-dessus encore. Le chien qui lâche sa proie pour l'ombre. Chacun se trompe ici-bas. On voit courir après l'ombre tant de fous qu'on n'en sait pas la plupart du temps le nombre. Au chien dont parle Ésope, il faut les renvoyer. Ce chien, voyant sa proie en l'eau représentée, la quitta pour l'image et pensa se noyer. La rivière devint tout d'un coup agitée. À toute peine, il regagna les bords et n'eut ni l'ombre ni le corps. Le charretier embourbé, le phaéton d'une voiture à foin, vit son char embourbé. Le pauvre homme était loin de tout humain secours. C'était à la campagne, près d'un certain canton de la Basse-Bretagne appelé Quimper-Corentin. On sait assez que le destin adresse l'allégeant quand il veut qu'on enrage. Dieu nous préserve du voyage. Pour venir au charretier, embourbé en ces lieux, le voilà qui déteste et jure de son mieux, pestant en sa fureur extrême, tantôt contre les trous, puis contre ses chevaux, contre son char, contre lui-même. Il invoque à la fin le Dieu dont les travaux sont si célèbres dans le monde. Hercule, lui dit-il, aide-moi. Si ton dos a porté la machine ronde, ton bras peut me tirer d'ici. Sa prière étant faite, il entend dans la nuit une voix qui lui parle ainsi. Hercule veut qu'on se remue, puis il aide les gens, regarde d'où provient l'achoppement qui te retient. Ôte d'autour de chaque roue ce malheureux mortier, cette maudite boue qui jusqu'à les cieux les endue. Prends ton pic et me romps ce caillou qui te nuit. Comble-moi cette ornière, as-tu fait? Oui, dit l'homme. Or bien, je vais t'aider, dit la voix. Prends ton fouet, je l'ai pris, qu'est-ce ceci? Mon chat marche à souhait, Hercule en soit loué. Tes chevaux aisément, aide-toi. Lors la voix, tu vois comme se sont tirés de là le ciel tes draps. Le charlatan. Le monde n'a jamais manqué de charlatans. Cette science de tout temps fut un professeur très fertile. Tantôt l'un en théâtre affronte l'Achéron, et l'autre affiche par la ville qu'il est un passe Cicéron. Un des derniers se vantait d'être en éloquence si grand maître qu'il rendrait disserte un bateau, un manant un ruste, un lourdeau. Oui, monsieur, un lourdeau, un animal, un âne, que l'on amène un âne renforcé, je le rendrai maître passé, et veut qu'il porte la soutane. Le prince sut la chose, il monta le rhéteur. J'ai, dit-il, dans mon écurie, un fort beau roussin d'Acardie. J'en voudrais faire un orateur. Sire, vous pouvez tout, reprit d'abord notre homme. On lui donna une certaine somme. Il devait au bout de 10 ans mettre son âne sur les bancs, sinon il consentait d'être en place publique. Guindet, la harde au col étranglée court et nette, ayant au dos sa rhétorique et les oreilles d'un baudet. Quelqu'un des courtisans lui dit qu'à la potence il voulait aller le voir, et que pour un pendu,
Il aurait bonne grâce et beaucoup de prestance, surtout qu'il se souvint de faire à l'assistance un discours où son art fut au long étendu, un discours pathétique et dont le formulaire servit à certains Cicérons. Vulgairement nommé larron. L'autre reprit, avant l'affaire, le roi, l'âne ou moi nous mourrons. Il avait raison, c'est folie de compter sur 10 ans de vie. Soyons bien buvants, bien mangeants, nous devons à la mort de 3, l'un en 10 ans. La discorde. La déesse Discorde ayant brouillé les dieux et fait un grand procès là-haut pour une pomme, on la fit déloger des cieux, chez l'animal qu'on appelle l'homme. On l'a reçue à bras ouverts, elle, et que si que non son frère, avec tien et mien son père. Elle nous fit l'honneur en ce bas univers de préférer notre hémisphère à celui des mortels qui nous sont opposés, gens grossiers, peu civilisés, et qui, se mariant sans prêtre et sans notaire de la discorde, n'ont que faire pour la faire trouver, au lieu où le besoin demandait qu'elle fût présente. La renommée avait le soin de l'avertir et l'autre diligente. Courait vite au débat et prévenait la paix, faisait une étincelle un feu long à s'éteindre. La renommée, enfin, commença de se plaindre que l'on ne lui trouvait jamais de demeure fixe et certaine. Bien souvent l'on perdait à la chercher sa peine. Il fallait donc qu'elle eût un séjour affecté, un séjour d'où l'on peut en toutes les familles l'envoyer à jour, arrêté. Comme il n'était alors aucun couvent de filles, on y trouva difficulté. L'auberge enfin de l'Éminé lui fut pour maison assignée. La jeune veuve, la perte d'un époux ne va point sans soupir. On fait beaucoup de bruit, et puis on se console sur les ailes du temps, la tristesse s'envole. Le temps ramène les plaisirs. Entre la veuve d'une année et la veuve d'une journée, la différence est grande. On ne croirait jamais que ce fût la même personne. L'une fait fuir les gens, et l'autre a mis l'attrait. Au soupir, vrai ou faux, celle-là s'abandonne. C'est toujours même note et pareil entretien. On dit qu'on est inconsolable, on le dit, mais il n'en est rien, comme on verra par cette fable, ou plutôt par la vérité. L'époux d'une jeune beauté partait pour l'autre monde, à ses côtés sa femme lui criait « Attends-moi, je te suis, et mon âme, aussi bien que la tienne, est prête à s'envoler. » Le mari fait seul le voyage. La belle avait un père, homme prudent et sage. Il laissa le torrent couler, à la fin pour la consoler. « Ma fille, lui dit-il, c'est trop versé de larmes, qu'a besoin le défunt que vous noyiez vos charmes. Puisqu'il était vivant, ne songez plus aux morts. » Je ne dis pas que tout à l'heure une condition meilleure change en des noces ses transports. Mais après un certain temps, souffrez qu'on vous propose un époux beau, bien fait, jeune, et toute autre chose que le défunt. Ah, dit-elle aussitôt, un cloître est l'époux qu'il me faut. Le père lui laissa digérer sa disgrâce. Un mois de la sorte se passe. L'autre mois, on l'emploie à changer tous les jours quelque chose à l'habit, au linge, à la coiffure. Le deuil enfin sert de parure, en attendant d'autres à tour. Toute la bande des amours revint au colombier. Les jeux, les ris, la danse ont aussi leur tour à la fin. On s'en plonge matin et soir dans la fontaine de jouvence. Le père ne craint plus ses défunts tant chéris, mais comme il ne parle de rien à notre belle, où donc est le jeune mari que vous m'avez promis, dit-elle. Épilogue. Bornons ici cette carrière, les longs ouvrages me font peur. Loin d'épuiser une matière, on ne doit prendre que la fleur. Il s'en va tant que je reprenne un peu de force et d'haleine, pour fournir à d'autres projets. Amour, ce tyran de ma vie veut que je change de sujet. Il faut contenter son envie. Retournons à Psyché, d'amant, vous m'exhortez à peindre ses malheurs et ses félicités.
J'y consens pour être ma veine, en sa faveur s'échauffera. Heureux si ce travail est la dernière peine que son époux me causera. Voilà les amis. J'espère que ces quelques fables vous auront plu et qu'elles vous auront permis de vous relaxer. Sur ce, je vous souhaite de passer une très très bonne nuit et nous, on se retrouve dans la prochaine lecture.